À l'époque où petite ville rime encore avec sécurité, la vallée rurale de Lewis Clark plonge dans la terreur. De 1979 à 1982, 5 jeunes gens disparaissent dans la région. Puis des corps commencent à refaire surface et la police craint d'avoir affaire à un tueur en série. Les enfants ne vont plus à l'école tout seuls et ne jouent plus dans la rue après la tombée de la nuit. C'est l'innocence de toute une communauté qui a été dérobée. Aujourd'hui, l'enquêtrice Jackie Nichols se penche sur l'affaire et elle est déterminée à obtenir justice. 5 victimes, 3 enquêtes non résolues, une dernière chance de justice. Vous écoutez La Vallée meurtrière, épisode 4, première partie. Je crois que ces affaires ravivent l'intérêt grâce au travail d'enquête et aux liens qu'on a découverts entre ces affaires et d'autres cas. Et l'élément qui revient invariablement est le suspect dans toutes ces enquêtes. Dans l'affaire Christina White, c'est la dernière personne qui a vu Christina. Gloria Boberts, cousine de Christina Nelson. Kristen David, on sait qu'il faisait des livraisons à Moscou, ce qui les aurait potentiellement mis en contact. Et pour Christina Nelson, Brandy Miller et Stephen Purcell, il admet qu'il était au théâtre. Il y a un lien peut-être faible, mais il est là. Et on ne peut pas en faire abstraction. Je suis peut-être partial parce que c'est ma femme. Ben Nichols, procureur au comté d'Assotine. Mais il faut reconnaître tout le travail que Jackie a fait et la persévérance qu'elle a. C'est dans sa personnalité et ça lui a drôlement bien servi dans ses enquêtes. Je crois vraiment qu'elle s'approche du but. Mais on n'a qu'une chance. Si on porte l'affaire en cours, qu'on n'a pas toutes les preuves et que le jury blanchit l'accusé, c'est fini. Si on trouve la preuve irréfutable le lendemain du procès, il n'y a pas de retour en arrière. C'est fini. On ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour le même crime. Est-ce que tu crois qu'avec toutes les preuves circonstancielles dans ces affaires, Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assotine. Si on trouvait l'ADN du suspect, tu crois que ça suffirait ou qu'il en faudrait encore plus? Si on liait l'ADN du suspect à ces crimes, je serais prêt à tenter ma chance en cours. Il y a peu de preuves matérielles dans les affaires de la vallée de Lewis Clark. Elles n'ont pas été examinées depuis près de 40 ans. Ce sont les boîtes de preuves du FBI dans le meurtre de Kristen David. Elles sont entreposées depuis des années. J'ai hâte de voir ce qu'elles contiennent. Je ne m'attends pas à trouver la preuve qui permettra de résoudre cette affaire. Mais elles n'ont pas été examinées depuis longtemps. Alors on ne sait jamais. Le sac de papier se décompose. Les côtés sont abîmés et laissent échapper le contenu. Je crois que c'est un bout de papier journal. Le genre de choses qu'on ne veut pas perdre dans le processus. C'est le papier journal qui enveloppait les restes de Kristen David. C'est une preuve matérielle qui était en contact avec son corps, qui pourrait révéler des choses. On ne l'a jamais analysé avec les technologies modernes. Mais le suspect a forcément manipulé ce papier en emballant les restes de Kristen David. La technologie moderne pourrait tout changer. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, découvrir grâce aux tests d'ADN modernes et ce genre de choses. C'est très différent de l'époque où remontent ces crimes. Si on pouvait en extraire le profil génétique du tueur en laboratoire,
On pourrait sans doute l'arrêter. Et même si je n'aime pas manipuler ce papier, qui recouvrait les restes d'une jeune femme qui a été tuée de façon macabre, dont le corps a été horriblement mutilé, je me dis qu'heureusement qu'on l'a conservé, car il pourrait renfermer la clé et révéler qui a commis cet horrible crime. Je sens, avec toute l'énergie qu'on a investie Gloria Boberts, cousine de Christina Nelson, dans les affaires de Lewiston et les autres enquêtes, qu'on est très près d'avoir des réponses, sur le point d'obtenir justice. Le coupable devra répondre de ses actes, et très bientôt. Très bientôt. Je le sens. Je suis venue à Nampa, en Idaho, pour rencontrer la lieutenante Donia Ballard à propos d'une enquête de 1982 sur Darrell Johnson. Elle a disparu dans la région de Nampa. On a trouvé son corps quelques jours plus tard, près de la rivière Snake, tout près d'une propriété appartenant aux suspects dans les affaires de Lewiston. Tout près de chez lui. À la lumière de ces renseignements, j'ai contacté la lieutenant Ballard. Je voulais discuter de cette affaire et trouver de nouvelles pièces du casse-tête. Lieutenant Ballard! Ça fait longtemps. Le 4 février 1982, vers 8h30, Darrell Johnson a quitté sa maison de Nampa, en Idaho. Lieutenante Donia Ballard, au bureau du shérif du comté de Canyon. Elle marchait seule ce matin-là. Elle n'est jamais arrivée à l'école. Environ 3 jours plus tard, on a trouvé son corps, une trentaine de kilomètres au sud, près de la rivière Snake. Quand on s'est parlé, j'ai fait le rapprochement entre Darrell et Christina White, à cause des similitudes entre les deux filles et de leur ressemblance physique. Je trouvais intéressant qu'elles aient à peu près le même âge. Voyons si on peut descendre plus près du ruisseau. C'est ici, de ce côté, près des buissons, qu'on a trouvé son corps. Il a tenté de cacher le corps, car il n'était pas à la vue. Des pêcheurs sont passés par là. Ils pêchaient dans le ruisseau et ils ont vu quelque chose de rouge. Quand ils ont réalisé ce que c'était, ils ont fait demi-tour pour prévenir le shérif. C'est dur de s'imaginer qu'une fillette a été jetée là, violée et tuée ici même. Oui. Le voir en personne, c'est vraiment terrible. Oui. Vous croyez que le suspect de Lewiston pourrait avoir un lien avec cette affaire? Bien sûr. C'est un endroit isolé. Personne ou presque ne vient ici. Non. Des gens qui ont vécu dans ce comté toute leur vie ne connaissent même pas cet endroit. Oui. Lui, il connaissait cet endroit. Il vivait à quelques kilomètres. Il aurait pu venir ici et faire ce qu'il voulait. Oui, oui. C'est désert durant la semaine, il n'y a personne. Et c'est facile d'accès depuis le stationnement. Ça aurait du sens. On ne peut pas l'ignorer. Oui. Ignorer cette piste.
Quand on croit avoir affaire à un tueur en série et qu'on fouille son passé, il faut se pencher sur tous les endroits où il a vécu depuis son enfance jusqu'au moment présent. Bradley Garrett, ex-profiler du FBI. Pour savoir où il a habité et tout ce qui s'est passé dans les environs. Je sais que les preuves circonstancielles sont circonstancielles. Dan Lee, ami du potentiel suspect. Mais trop de gens sont morts autour de lui au fil du temps. J'ai 57 ans et personne n'a jamais disparu dans mon entourage. Ça fait quoi dans son cas? 3 ou 4? Le lien avec l'affaire Christina White m'a sauté aux yeux. Mais le coup de grâce a été d'apprendre qu'on l'avait arrêté en Californie pour entrer par effraction dans une morgue avec un couteau de chasse et une lampe de poche. Il faut avoir un sérieux problème pour en arriver là. Je suis en Californie pour enquêter sur l'arrestation de notre personne d'intérêt. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assotine. Le 5 juin 1972. Qui pourrait m'éclairer sur les affaires de Lewiston? Ce n'est pas quelqu'un qui a vu ou entendu ci ou ça. C'est une arrestation pour entrer par effraction dans la morgue où se trouvait une jeune fille de 17 ans, Antoinette Anigno, morte dans des circonstances nébuleuses, 1 ou 2 nuits plus tôt. Santa Cruz était une petite ville tranquille à l'époque. La promenade en bord de mer était très fréquentée, très populaire auprès des jeunes qui venaient marcher et relaxer sur la plage. Antoinette était une élève de 17 ans au secondaire. Elle était avec son frère, son petit ami et la copine de son frère. Antoinette se serait disputée avec son copain. Ils se sont assis dans le sable pour discuter. Environ une quinzaine de minutes plus tard, son copain s'est levé et lui a dit de les retrouver quand elle se serait calmée, qu'il allait rejoindre son frère. Peu après, un agent de sécurité leur a dit que la promenade fermait. Alors ils sont allés chercher Antoinette, mais ils ne l'ont pas trouvée. Puis, autour de 3h30 du matin, 2 passants qui marchaient sur la plage ont vu un corps flotter dans l'eau. La police est venue. Elle n'a vu aucun signe évident de trauma ni de blessure. Elle était nue. Elle portait une montre en or et une chaîne avec une croix. On a passé la plage au peigne fin pour trouver ses vêtements. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'on ne les a jamais retrouvés. On détermine que la mort d'Antoinette Anigno, 17 ans, est un suicide par noyade. Son corps est emmené à la morgue Willow Glen de San José, le salon funéraire où la personne d'intérêt a tenté d'entrer par effraction. Je vais rencontrer une dénommée Helen, qui était là au moment de l'incident. Ses parents vivaient au-dessus de la morgue à l'époque. Alors j'espère qu'elle aura des détails que je ne connais pas déjà sur ce qui s'est passé. Votre père a entendu du bruit, il est descendu et il a confronté l'homme en question. Il était vêtu de noir et il essayait de couper le moustiquaire.
Hélène Acinelli, ex-propriétaire près de la morgue Willow Glen. Cette fenêtre-là? Cette fenêtre-là. Et où mène-t-elle au juste? À la salle des fleurs. Et tout au fond à droite se trouve la chapelle. Elle se trouvait là. Exactement. Il n'y avait personne d'autre. D'accord. C'était la seule cliente ce soir-là. La seule défunte dans tout le salon? Exact. Et que lui a dit votre père? Que faites-vous? Et que lui a-t-il répondu? Qu'il voulait voir sa petite amie une dernière fois. Il a dit qu'il voulait voir sa petite amie? Seigneur. Ce que je viens d'apprendre est énorme. C'est vraiment énorme. La mort d'Antoinette Anigno était suspecte. Il y a des questions sans réponse. Puis cet homme qui entre par effraction où se trouve son corps, le seul à la morgue ce soir-là, soi-disant pour voir sa petite amie une dernière fois. Il s'est mis en lien avec elle. C'était ses propres mots pour expliquer ce qu'il faisait là. Et il mentait. Et il a remis ça en disant qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est énorme. Énorme. Même si ce n'est pas admissible en cours, c'est important pour moi. Car ça confirme, une fois de plus, qu'on est sur la bonne piste. Vous venez d'écouter La Vallée meurtrière. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Vallée meurtrière est un podcast coproduit par Initial Studio, Pixcom Productions et Saloon Media, adapté de la série documentaire audiovisuelle Cold Valley, coproduite par Pixcom Productions et Saloon Media, distribuée par Blue Ant et écrite et réalisée par Paul Kilbach. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Alix Martineau.